Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. On croit souvent très bien savoir ce que ressentent les autres, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie ou besoin, particulièrement ceux qui sont dans les situations difficiles ou qui traversent une épreuve comme la maladie, le handicap, la séparation. Vraie Vie donne la parole à celles et ceux qui sont concernés pour entendre de leur bouche et sans filtre ce qui fait leur quotidien, ce qui est difficile, mais aussi ce qu'ils ont appris et ont à transmettre. Vous écoutez Leçons de vie, un épisode où je m'entretiens avec Marie. Son jeune âge, Marie a 11 ans, rend son témoignage d'autant plus profond et précieux sur l'expérience de la douleur, le sentiment de la différence, les relations avec les autres, les émotions qu'elle traverse et tous les questionnements qui habitent son quotidien. C'est que, en fait, avec la douleur, t'es pas tellement obligé, t'es obligé, tu dois vivre avec la douleur. Dans mon cas, tu dois accepter la douleur. Et moi, j'essaie de la visualiser plus comme une amie, plutôt qu'un ennemi, même si parfois c'est assez difficile quand même. Marie présente un syndrome dit de Vacterl. Vacterl est un acronyme utilisé pour décrire une association d'anomalies présentes à la naissance. En raison du nombre très limité de cas, ce syndrome fait partie des maladies rares qualifiées d'orphelines, car il n'existe pas de traitement spécifique adapté. Les causes ne sont pas encore clairement identifiées à ce jour, mais on sait qu'il n'y a pas de prédisposition géographique ou ethnique. Le syndrome de Vacterl est déclaré à partir de 3 anomalies ou malformations, parmi une liste de 7, touchant les vertèbres, l'anus, le cœur, la zone trachéo-œsophagienne, les reins et les membres, bras ou jambes. Et ça s'appelle comme ça parce qu'il y a des soucis sur tous ces organes-là. Oui, moi je crois que je les ai à peu près tous. Après, il y en a, par exemple, ils en ont qu'un seul, ou 2, ou 3, ou après, il y en a, ils ont tout, je crois. On peut faire comme ça. D'accord. Aussi, moi, j'ai de la chance parce que moi, quand on me regarde, c'est pas qu'on se dit, elle a une maladie, elle a quelque chose. Parce qu'il y en a, par exemple, ils naissent avec le bras qui est tout tordu, ou il leur manque un pouce, ou des choses comme ça. Alors que moi, physiquement, je suis bien, quoi. C'est pas, Oui. C'est que intérieurement. C'est une malformation qui touche plusieurs organes. C'est pas que j'ai une maladie, c'est pas que j'ai le cancer, c'est pas que j'ai des choses comme ça. Chaque cas est absolument unique. En effet, selon les malformations dont il est atteint, le parcours de chaque enfant, tout comme sa qualité de vie, seront différents. Néanmoins, généralement, ce sont les interventions chirurgicales qui permettent la survie des nouveau-nés. Le point commun pour tous est donc d'avoir subi de nombreuses opérations, souvent lourdes, et des hospitalisations souvent longues juste après la naissance et pendant les premières années de vie. C'est le cas de Marie. Lorsqu'on aborde le sujet de la douleur, elle commence par l'épisode qui l'a marquée le plus profondément durant la dernière opération lourde qu'elle a subie, lorsque la péridurale posée à la fin de l'intervention chirurgicale pour éviter la douleur au réveil a été retirée. Donc je te racontais que en fait on m'a enlevé la péridurale et donc alors ils m'ont mis intraveineuse, l'antidouleur, et le temps que ça fasse effet, il y a eu 3 heures de délai où en fait ça faisait plus effet. Il y avait plus l'effet de l'antidouleur, donc t'imagines que j'ai eu très mal. Ah bah oui, j'imagine. C'est comme si on te coupait un bras comme ça, quoi.
Et donc ça, c'est un des moments les plus difficiles dont tu te souviennes. Oui, de l'opération. Après, il y en a plein, mais sinon, de cette opération, c'est celui-là. Au début, ça s'est manifesté un peu comme si quelque chose me dérangeait, quoi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que là, ça me dérange? Voilà. Donc, comme ça. Et après, je voyais que ça s'intensifiait. Et donc, je voyais que ça me faisait de plus en plus mal, plus en plus mal, plus en plus mal. Je me disais, mais attends, là, c'est pas normal. Donc, je dirais que j'ai passé à peu près 1 heure d'enfer, quoi. Plus ou moins. Mais dans ma tête, en fait, je sais pas, dans ces moments-là, c'est pas trop que je réfléchis, je me dis quelque chose, non. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est tout. C'est pas que je me dis, mais quoi, mais pourquoi, mais comment, mais quoi. Non, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Aujourd'hui, la douleur est liée à la difficulté de santé majeure de Marie depuis quelques années. Des infections urinaires récurrentes, difficiles à soigner et qui dégénèrent parfois en pyélonéphrite. Mais si tu veux, je peux expliquer ce que c'est. Oui. D'accord. Alors en fait, ça vient surtout à cause d'une infection urinaire. Que c'est normal, les femmes, elles en ont aussi comme ça. Et moi, à cause de mes problèmes, j'en ai beaucoup, j'en ai souvent. Et après, quand vraiment ça s'empire, après en fait, l'infection qui est dans la vessie, elle s'empire et elle monte sur le rein. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que il y en a, par exemple, à l'hôpital, ils n'avaient pas du tout des problèmes comme moi, et ils ont perdu leur rein à cause d'une seule pyélonéphrite. En fait, c'est comme si, à chaque fois que j'avais une nouvelle pyélonéphrite, c'était comme si je remuais à nouveau le couteau dans la plaie. Ça veut dire quoi, remuer le couteau dans la plaie? Ça te rappelle quelque chose qui t'est vraiment désagréable. C'est vraiment quelque chose que vraiment tu détestes, et c'est comme si la personne t'en reparlait. Moi, là, c'est sur la douleur. C'est pas au mot, mais c'est à la douleur. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Dans ces cas-là, en fait, j'attends. Parce que t'as pas tellement de choses à faire. Tu peux que attendre. Donc, tu as appris à attendre. Oui, tu peux que attendre parce que c'est pas que tu peux pas t'énerver. Parce que si tu t'énerves, t'as pas une raison. Enfin, si t'as des raisons, mais tu sais pas sur qui, comment. Enfin, tu sais pas. Tu peux t'énerver, mais ça te fait encore plus de mal. Donc voilà. Tu peux être triste, mais en même temps, ça te démoralise. Tu peux être joyeux, mais tu vois pas de raison d'être joyeux, donc tu peux qu'attendre. Et en général, ça dure combien de temps? Ça dépend, parce que quand, par exemple, la pyélonéphrite, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment. Après, je prends l'antibio, mais ça met du temps. Pour vraiment que j'ai plus mal, ça peut durer 3 ou 4 jours même. Et voilà. Ou parfois, il y a des fois où vraiment, c'est des fois où j'ai l'infection, mais même si je l'ai que à la vessie, moi, ça me fait très mal. Donc, par exemple, ça peut durer 1 ou 2 semaines, et après, ça empire, et après, j'ai la pyélonéphrite après coup. Et donc, tu dirais aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs, qui ont mal, que toi, tu dirais que attendre, savoir attendre, c'est un peu la... Oui, tu dois l'apprendre. Enfin, de toute façon, ça deviendra assez naturel. Si tu souffres beaucoup, après, ça devient naturel. C'est pas que, voilà. Mais, en fait, t'as pas tellement le choix. T'as qu'à attendre. Mais tu crois que tout le monde sait attendre comme toi, aussi bien? Je sais pas. Après, ça dépend quel chemin tu prends, je sais pas. Tu veux dire quoi quand tu dis quel chemin tu prends? Je sais pas, si tu prends le chemin de la colère, par exemple, si tu dis que tout est une injustice ou quelque chose comme ça. Tu dirais autre chose sur la douleur? C'est que, en fait, avec la douleur, t'es pas tellement obligé, t'es obligé, tu dois vivre avec la douleur. Enfin, dans mon cas, tu dois accepter la douleur. Et moi, j'essaie de la visualiser plus comme une amie, plutôt qu'un ennemi, même si parfois c'est assez difficile quand même.
Et ça fait quoi de la visualiser comme une amie? Je sais pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça te fait presque du bien même. Parce qu'en même temps, après, sinon, tu fais à peu près presque une lutte contre toi-même. Donc, il vaut mieux, voir les choses comme des bonnes choses plutôt que, voilà. Après, par exemple, je dis que je pense que si j'avais pas eu tous mes problèmes, je pense que je serais pas la même personne que je suis là maintenant. Peut-être une meilleure, peut-être une pire, je sais pas. Ça voudrait dire quoi, une meilleure personne ou une pire? Je sais pas, je pourrais être encore plus meilleure ou je pourrais être pire, je pourrais pas réfléchir autant que je réfléchis maintenant ou je pourrais pas comprendre les mêmes choses, mais peut-être que je comprendrais d'autres choses. Mais ça, c'est pas que pour moi que ça s'applique aussi pour toutes les personnes. Lorsqu'on évoque ces difficultés au quotidien, l'école arrive en premier. Son niveau scolaire est excellent grâce aux cours à distance qu'elle suit à la maison, mais l'isolement lui pèse. D'abord, au milieu de son CE1, toutes les écoles ont été fermées en raison du Covid. Et depuis cette grosse opération, son état de santé l'a empêché d'aller régulièrement à l'école. Donc j'ai fait cette opération. Et après, en fait, pour moi, c'était assez dangereux si je retournais à l'école parce que après, j'étais retournée à l'école. Mais il y avait toujours le Covid, mais moi, c'était un peu trop dangereux, puis j'allais pas bien et tout. Donc, on a décidé que je restais à la maison. Mais après, en fait, on croyait qu'après l'opération, ça allait aller mieux. J'allais aller mieux. Mais en fait, non, ça s'est empiré. Donc, j'ai même pas pu aller à l'école, même s'il y avait pas le Covid, j'aurais pas pu parce que j'étais malade toutes les semaines, tous les mois, voilà. Quand tu dis que tu étais malade, c'était les pyélonéphrite. Oui, c'était beaucoup de pyélonéphrite et aussi beaucoup plus d'infections de pyélonéphrite. C'était un peu comme la même période que j'ai passée quand j'étais petite, vraiment de 1 an et demi à 2 ans et demi, même jusqu'à 3 ans, je crois, que vraiment, ça s'est vraiment pas bien passé. Et voilà, ça a duré 2 ans à peu près cette période. Après, j'ai recommencé au CM2. J'ai commencé à aller à l'école à nouveau, mais j'avais beaucoup d'absence. Donc, j'ai fait pas beaucoup de mois. J'ai fait peut-être 4 mois d'école par mois. Donc, voilà. Et puis, et là, je suis en 6e. Donc, pour l'instant, ça se passe assez bien, malgré les absences. Enfin, j'ai quand même des absences, mais voilà. Et qu'est-ce qui était le plus difficile, ou qui l'est toujours, dans le fait de pas aller à l'école? L'isolement. Parce que moi, je vis à la campagne, donc j'ai pas d'amis. J'ai pas des amis qui sont proches. Et soit je vais à l'école, et je me fais des amis, soit je reste à la maison et je n'ai pas d'amis. Et tu as plus d'amis maintenant? Non. Parce que vu qu'en fait, eux, ils sont formés un groupe pendant que moi, j'étais pas là. Ils se connaissent plus, voilà. Et puis moi, aussi, j'ai des absences. Donc, quand moi, je suis absente, après, ils m'oublient. Et quand je reviens, il faut tout de suite que je refasse tout. Et ça marche pas forcément. Donc, non, pas trop. Non, ça, c'est pas facile. Ouais. C'est une des choses les plus difficiles, je trouve. De pas avoir d'amis, ou la relation avec les autres? Pas avoir d'amis et aussi la relation avec les autres. Et tu peux en dire plus, là, de cette relation? Elle est particulière parce que tu as des absences? Oui, elle est particulière. Alors, je pense pas qu'ils se le disent consciemment, mais je pense qu'ils voient quand même une légère différence entre eux et moi. Donc, inconsciemment, peut-être que ça leur fait peur, je sais pas, mais inconsciemment, je vois bien que eux, ils ont quelque chose à mon égard qui est pas qui ont la même chose avec les autres. Ils ont pas, je pense que
ils n'auront jamais la même relation que eux, ils ont entre eux avec moi. Et pourquoi? Ils te posent des questions sur ce que tu as? Parfois, oui, mais plein de choses. Par exemple, à la cantine, je mange pas la même chose qu'eux, j'ai des toilettes spéciales, j'ai plein de choses différentes qu'eux. Donc, voilà. Il y en a peut-être un qui est allergique au gluten, mais sinon, ils sont tous normaux, quoi. Tu penses à autre chose pour les choses qui sont difficiles? On a parlé de la douleur, Oui. de la socialisation, du rapport avec les autres, et puis aussi de l'isolement. Maintenant, je me rends plus compte des choses que j'ai. Maintenant, je m'intéresse plus. Alors qu'avant, quand j'étais enfant, voilà, j'avais mal, puis voilà, je me posais pas tellement de questions. Je m'en fichais, quoi. Alors que maintenant, je me pose plus de questions. Aussi, maintenant, je me dis, mais pourquoi moi, en fait? Parce que moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que moi? Aussi, il y a des fois où je me demande, qu'est-ce que ça serait une vie sans mes problèmes? Par exemple, une vie normale, quoi. Sans la peur du matin en me disant, mais est-ce que je suis malade? Tout va bien, voilà. Oui, maintenant, tu observes les choses toi-même. Oui, maintenant, c'est moi. Avant, c'était maman ou papa qui disait, elle a peut-être eu ça hier, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a eu ce truc-là. Ou en même temps, les facteurs, ils sont beaucoup. C'est pas qu'il y a une seule chose qui me donne l'affection, il y en a beaucoup. Je lui demande de me parler de ses ressources. Du courage, peut-être. Parce que aussi, maintenant, je suis habituée depuis que je suis née. Donc, aussi, c'est moins difficile. En même temps, c'est moins difficile, en même temps, c'est plus difficile. Ça m'aurait, par exemple, je l'aurais eu dans 10 ans, ça m'aurait fait un choc quand même. Alors que là, moi, j'ai appris à vivre avec ça. Donc maintenant, voilà. Mais en même temps, j'aimerais avoir une vie normale, savoir au moins ce que c'est une vie normale ou quelque chose comme ça. Et quand tu dis du courage, ça veut dire quoi le courage pour toi? Du courage, aussi une force pour affronter les choses, pas reculer devant la peur, et voilà. Parce que parfois, il y a de la peur. Oui, par exemple, je sais pas, des fois, j'ai des choses comme ça qui m'arrivent, on se demande ce que j'ai. Il y a des choses où on connaît pas encore, peut-être il y a quelquefois des choses qu'on connaît pas encore, et que j'ai, et que là on se dit, oulala, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, c'est grave, c'est pas grave, est-ce qu'il va falloir faire une opération, des choses comme ça, quoi. Et aussi, ça m'a apporté de la force. Maman, elle le dit, et aussi les personnes qui m'entourent, elles disent, par exemple, maman, elle était pas très bien avant qu'elle m'ait eu, mais elle m'a eu, et maintenant, elle va mieux. Avant, elle allait pas très bien, et maintenant, voilà. Grâce à quoi? Grâce à, maman, elle dit ma force. Parce que dès que je suis née, elle a dit tout de suite que, j'avais de la force. Que j'étais une combattante. Donc, voilà. Aussi, peut-être aussi, bon, là, c'est plutôt négatif, mais aussi peut-être beaucoup de tristesse à côté de mes parents, de mes proches, parce que aussi, il y avait des fois où, je pouvais mourir. Il y avait des fois où, à la naissance, je pouvais mourir. Par exemple, les enfants qui ont mes choses, il y a que 20% d'enfants qui survivent à la naissance. Donc, aussi beaucoup de peur. Mais là, maintenant, tu la sens, toi, cette force qu'on dit que tu as? Un peu, oui. Un peu. De quelle façon? Je sais pas, par exemple, oui, une chose importante, c'est que maman, elle dit que je me plaignais jamais, je me plains jamais. J'aime pas me plaindre. J'aime pas, bon, évidemment, quand ça fait trop, je me plains parce que je dis vraiment, j'ai trop mal.
Mais j'aime pas me plaindre, j'aime pas dire ah j'ai mal, ah j'ai mal, j'ai mal. J'aime pas dire ça toutes les 10 secondes. J'aime pas trop le dire parce que premièrement, ça me le fait encore plus me le rappeler dans ma tête. Après, je le dis à maman et à papa, donc maman et papa ils s'inquiètent de plus en plus. Et voilà. Enfin, aussi, il y a des fois où c'est important que je dise vraiment ce que je ressens parce que pour des fois, c'est vraiment important que on donne les médicaments à temps. Mais j'aime pas me plaindre. Moi, j'aime vraiment pas qu'on ait pitié de moi. Ou que aussi on me garde un peu trop, enfin que on fasse plus attention à moi, mais c'est normal, hein, et qu'on fasse plus attention à moi qu'à un enfant normal. Bon, aussi c'est important, mais quand même. Mais en même temps, avec toi, on a une relation, en tout cas moi par exemple, j'ai une relation avec toi très particulière parce que c'est toi, parce que tout ce que tu as vécu, ça fait que tu es, enfin, tu sais que tu es quelqu'un de avec une maturité. Ça te dit quelque chose, ça, la maturité? Oui, oui, beaucoup de gens me le disent. Et ça te parle? Oui, ça me parle. Je comprends. En fait, il y a aussi des fois où j'ai un peu honte de le me dire, mais je vois bien qu'avec les enfants de mon âge, j'ai du mal à parler beaucoup parce que moi, en fait, eux, ils parlent des choses vraiment qui m'intéressent pas. Moi aussi, j'ai vraiment besoin aussi de parler des vrais dialogues, de parler des choses de la vie comme ça. Alors que, ils parlent des poupées comme ça. Alors que moi, Toi, tu connais les choses de la vie. oui, je sais pas. Où ils se rendent tellement pas compte parce que ils se rendent tellement pas compte combien est-ce que tu peux souffrir, comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir, par exemple. Et du coup, ça c'est important parce que tu as une vigilance autour de toi, tu vois quand les gens souffrent. Oui, je vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres enfants Premièrement, de ne pas avoir peur, de toujours rester confiant parce que si tu restes pas confiant, tu finis au fond d'un trou noir parce que vraiment. Après, il te faut beaucoup de courage. Il y aura des fois où vraiment t'en pourras plus. Des moments où vraiment tu seras à bout, comme ça, tu pleureras, comme ça. Mais malheureusement, ça ne changera rien. Tu auras beau pleurer, t'énerver, être triste, comme ça, mais ça changera jamais rien. Enfin, peut-être que ça pourra, mais il vaut toujours mieux rester positif et optimiste, même si c'est difficile, dur, tout ça. Mais voilà. Aussi de jamais perdre espoir, c'est un peu la même chose que rester confiant. Et de se dire aussi qu'il y a aussi d'autres gens qui souffrent comme toi et que t'es pas seul au monde. Parce que moi, parfois, je me disais, mais je suis quand même... Parce que dans mon entourage, il n'y a pas des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Bon, parfois à l'hôpital, mais à l'hôpital, c'est pas que tu en parles, voilà. Mais te dire qu'il y a quand même des enfants qui souffrent comme toi, ça peut être aussi différemment, peut-être psychologiquement ou physiquement ou différemment, mais il y a quand même des enfants qui souffrent et peut-être que tu les vois pas là aujourd'hui, mais au moins tu sais qu'il y en a quand même. Tu pas la seule personne qui souffre sur Terre. Et ça, c'est aidant de penser ça. Oui. Moi, je trouve. Tu pourrais dire pourquoi? Premièrement, tu te sens pas seul au monde. Tu peux aussi comprendre ce que ressentent ces gens-là, peut-être. Ça peut être différemment, mais tu peux comprendre. Je sais pas, peut-être que tu les vois pas là, c'est pas que tu les as en face de toi, c'est pas que t'as un frère qui a le même problème que toi, le même problème que toi, mais au moins tu sais que voilà. Et peut-être que quand tu seras plus grand, tu en rencontreras.
Et voilà. Et ça donne de la force. Oui. Oui. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, oui, ça me donne de la force. C'était Leçon de vie, un épisode de Vraie Vie. Merci Marie pour ton amour de la vie si communicatif, ta vaillance, ta délicatesse et ton grand cœur. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.